Salut tout le monde, ravi de vous voir à nouveau. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger un examen blanc pour la troisième année IPEC. Alors ici, donc l'exercice, le premier exercice ou l'exercice 1 se base sur ceci. Alors voilà, l'exercice 1 est noté sur 8 points. Alors la première question est la suivante: complétez les phrases en utilisant les mots qui conviennent dans les vides suivants. Alors vous avez des mots ici à utiliser. Alors le mot qui convient ici, alors vous avez mouvement, trajectoire, diminue, translation, rectiligne, repos et rotation. Alors la première question A, petit a, quand un corps change sa position par rapport à un référentiel, on dit qu'il est. Alors, je vais essayer de choisir le mot qui convient. Donc, un petit rappel, si par exemple ici, un corps change de place par rapport à l'autre, on dit qu'il est en mouvement. Donc ici, le terme qu'on va mettre ici dans ce vide, c'est en mouvement. J'écris cette phrase, donc A, donc correction. Donc ici, je vais correction, petit a. Alors, petit a dit, quand un mouvement, quand un corps change de position. Alors ici, je dis change sa position. Alors, change sa position par rapport à un référentiel. Par rapport à un référentiel, on dit que, alors, qu'il est en, bien sûr le terme qui convient, c'est-à-dire en mouvement. Alors, en mouvement. Voilà, pour cette petite phrase, la première phrase. Bon, je passe à la deuxième. Et quand, bon, bien sûr je continue, ici, et quand il ne change pas de place, de position par rapport à un corps de référence, bien sûr il est au repos. Bien, je continue, et donc ici, et quand il ne change pas, de position, alors de position, bien sûr, par rapport au référentiel, par rapport au référentiel, bien sûr, on dit qu'il est, le terme qui convient là, au repos. Je l'écris, au repos. Voilà, le terme, bien sûr, de cette phrase est terminé. Donc, voilà les termes qu'on va mettre dans cette phrase. Bien sûr, B, on passe à B. Alors, la question B dit, on classe les mouvements en deux types. Bien sûr, il y a deux types de mouvements. Selon le cours, alors il y a le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Alors c'est ça, donc on va mettre ici au vide là. Donc ici on va mettre bien sûr translation, et bien l'autre vide on va mettre rotation. Alors petit b, alors je mets ici petit b. Le petit b dit en classe les mouvements voilà, les mouvements ont deux types. En deux types.
Alors, ce type-là, les types-là, les mouvements, ben, je l'écris en rouge, de translation, bien sûr, et l'autre, donc, mot de translation, et les mouvements, de rotation. Il y a deux types de mouvements, bien sûr un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Et donc ici, donc, la phrase C, ou la troisième phrase, alors C, on dit que le mouvement d'un corps retardé contre sa trajectoire. Ici, on dit que le mouvement d'un corps est rectiligne retardé quand sa trajectoire est rectiligne et sa vitesse diminue bien sûr. Alors j'écris, donc vous allez la phrase C. Alors on dit que le mouvement est rectiligne retardé ben, la phrase contre sa trajectoire est, bien sûr, puisque on met ici rectiligne, bien sûr, rectiligne aussi, et on ira, et bien sûr, et sa vitesse, alors ici, et sa vitesse, bien sûr, ce qu'il fallait mettre là, c'est sa vitesse diminue. Puisqu'il est retardé, donc c'est une droite rectiligne, puisque le mouvement est retardé, bien sûr, sa vitesse va diminuer. Alors, je passe au deuxièmement, cocher la bonne réponse, là où il est là. Donc ici, vous devez lire là, vous avez les grandeurs inscrites sur la plaque d'un appareil de chauffage, s'appelle comment? Ici, lorsque vous achetez un appareil, bien sûr, le constructeur écrit, bien sûr, une plaque signalétique. Bon, ces grandeurs-là nous renseignent sur le fonctionnement normal d'un appareil. Alors, pour cette raison-là, on va choisir, bien sûr, l'une des réponses. Ici, vous avez les grandeurs nominales ou les grandeurs principales. Ici, puisque l'appareil, bien sûr, on a écrit donc, ces grandeurs, donc on les appelle ces grandeurs-là, on les appelle les grandeurs nominales. Alors, j'écris cette phrase. Alors, donc les grandeurs inscrites sur sur la plaque voilà, vous mettez ici la plaque d'un appareil, bien sûr d'un appareil, ben, comment il s'appelle? Un appareil de chauffage, par exemple, de chauffage, ben, s'appelle, comment il s'appelle? Bien sûr, les grandeurs nominales. Les grandeurs
les grandeurs nominales. Voilà. Bien sûr, bien 3, c'est terminé. Je passe maintenant, à la question suivante pour calculer la résistance d'un appareil de chauffage. Bien sûr, alors on sait un petit rappel là. Bien sûr, un appareil de chauffage, pourquoi il se chauffe? Parce qu'il a une résistance qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Alors, pour calculer sa puissance, il a une relation qu'on va utiliser, soit P est égal à R fois I au carré, ou bien P est égal à R au carré fois I. Alors, la bonne réponse ici, c'est la première qui est P est égal à R fois I au carré. Alors, j'écris là, donc, pour calculer la puissance électrique d'un appareil de chauffage, d'un appareil de chauffage. Alors, bien sûr, la relation, on utilise la relation suivante. On utilise la relation, donc ici la relation, elle est là. La relation, je vais l'écrire en rouge. Donc P, bien sûr, P est égal à R fois I au carré. Ben, j'aimerais la démontrer, mais c'est facile, vous allez prendre ainsi pour gagner du temps. Alors, la question suivante, vous avez ici l'unité de l'énergie électrique dans le système international, bien sûr, c'est le joule. Alors, je l'écris, l'unité internationale l'unité internationale de l'énergie électrique. Alors, et c'est, bien sûr, je vais mettre ici 2 points, c'est le joule. Donc j'écris moi le joule, qu'on note avec J. En abréviation, je passe maintenant aux questions suivantes. Là, ici, la troisième question, répondre par vrai ou faux. Alors, la distance d'arrêt est la somme de la distance de réaction plus la distance de freinage. Alors, est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? Alors, bien sûr, je vais expliquer, donc je vais mettre petit 3. Donc, ici, répondre par vrai, répondre par vrai ou faux. Alors, la question ici, on sait que, d'après le cours, que la distance d'arrêt est égale à distance de freinage plus distance de réaction. Alors, est-ce que cette phrase est vraie? Bien sûr. Donc, la distance d'arrêt est égale à la somme de la distance de freinage, la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc, cette phrase est vraie. Donc, j'écris, c'est pas la peine, peut-être que j'écris. Bon, je vais vous laisser la phrase. J'écris simplement, voilà la phrase tout entière. J'écris ça, j'écris là. C'est vrai, pour gagner du temps. C'est vrai, cette phrase, parce que vous avez la relation ici. La distance d'arrêt est égale à la distance de freinage plus la distance de freinage plus la distance de réaction. Alors, pour la deuxième phrase, pour la première, la phrase, elle est là. Donc, je passe à la deuxième phrase. La valeur du poids d'un objet et sa masse sont reliées par la relation. Donc, ici, je l'écris. Vous avez la valeur, donc ici, la valeur du poids d'un corps, du poids d'un objet, et sa masse, sont reliés
sont reliés par la relation suivante, par la relation suivante. P est égal à M sur G. Alors, celle-là est fausse. Bien sûr, on sait que, donc je vais écrire ici faux, parce que la relation vraie, donc le vrai c'est P égale à M fois G. Voilà la bonne réponse. Ici, à la troisième question, l'unité internationale de la vitesse est en kilomètres par heure. J'ai écrit ici cette phrase. J'efface cette partie. L'unité internationale donc de la vitesse est kilomètres à l'heure. Alors je vais écrire aussi avec une autre couleur, c'est faux. Bon, c'est faux. Donc l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. Le vrai, c'est ça. Alors je passe ici à la quatrième question. Cochez la bonne réponse. J'efface cette partie puisque c'est terminé avec. Bon, là, trop de choses à dire, mais quand même, à partir de ces exercices, vous pouvez comprendre de quoi s'agit-il. Alors, ici, vous allez, la quatrième question, quatrièmement, cocher la bonne réponse. Cocher la bonne réponse. Voilà. Alors, la bonne réponse ici, parmi les suggestions suivantes, vous avez la relation entre eux, donc c'est le symbole d'énergie électrique, et N le nombre de tours de compteur, et sa constante, donc chaque compteur est caractérisé par une constante. Bien sûr, on va essayer de voir quelle est la relation qu'il y a entre ces grandeurs-là. Alors, la première suggestion, N est égal à E fois N. La deuxième, c'est E est égal à N fois C. Et la troisième, E est égal à N fois sur C. Alors, la bonne réponse, c'est la deuxième. J'écris ici en rouge la réponse. Donc, vous avez REP, c'est E est égal à N fois C. Ici, vous avez l'énergie, alors, est égal à le nombre de tours fait par le disque fois la constante de compteur. Donc ici, je vais essayer d'expliciter un tout petit peu ou de donner. Donc vous aurez celui-là en watts et vous avez N en tours et vous avez la constante en watts par tour. Voilà la réponse qui vient. Alors j'ai oublié peut-être la première question, mais je vais la laisser jusqu'à la fin. Alors l'unité de mesure de l'énergie, bien sûr je l'ai dit là ici, pour mesurer l'énergie électrique, alors on va utiliser bien sûr un compteur électrique, je l'ai écrit là. Bon, voilà la deuxième question, je vais ici mettre la première là, je l'ai oublié, pardon. Donc ici pour mesurer l'énergie consommée à domicile ou à la maison, je l'ai écrit là pour que ça soit simple, à la maison, bien sûr on va utiliser un compteur. On utilise je vais choisir une autre couleur, un compteur électrique. Un compteur électrique. Voilà la bonne réponse. Je passe à la troisième maintenant. Troisième question. Vous avez ici mettre une croix devant la formule qui représente la vitesse moyenne. Alors, on sait au cours que la vitesse est égale au rapport de la distance sur le temps parcouru. Alors, la bonne réponse ici, c'est la première. Bon, mettre, donc, voilà.
Alors ici, mettre une croix sur la bonne réponse. Voilà, la bonne réponse. Alors, la bonne réponse ici, ben, c'est connu et trivial. Donc, vous avez la vitesse moyenne est égale à la distance sur le temps fait pour parcourir sa distance. Alors, maintenant, je vais essayer de donc la vitesse, son unité et le mètre par seconde. Ici, vous avez la distance en mètres et c'est là en secondes afin d'homogénéiser les unités. Bon, je passe maintenant à autre chose. Voilà, ici, je passe à la mécanique. Alors, exercice numéro 2, donc, va être, bien sûr, noté sur 8 points. La première partie, c'est la mécanique. Alors, la mécanique, je vais lire l'exercice. Un bateau qui flotte sur l'eau est en équilibre. Bien sûr, il faut se rappeler quand est-ce un corps sous l'action de deux forces est en équilibre. Bien sûr, lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même direction, alors le sens opposé et même intensité, pour se rappeler d'un corps en équilibre sous l'action de deux forces. Alors ici, l'eau agit sur le bateau par une force d'intensité F. Ici, vous avez un bateau là qui est sur l'eau et flotte. Donc, l'exercice annonce que ce bateau-là est sous l'action d'une force d'intensité notée F. On donne la masse du bateau, ben, vous avez est égale à 46 000 tonnes. Voilà la masse de ce bateau-là. L'intensité de champ de pesanteur est donnée ici. Donc, le milieu, l'expérience se fait en ce milieu où l'intensité de pesanteur est égale à 9,81 Newton par kilogramme. Donc, G, ici, c'est le centre de gravité du bateau. Vous l'avez ici. Donc, ce centre de gravité. Alors, et c'est le point d'application de la force F. Alors, ici, voilà, ces deux points-là sont différents. Alors, ici, c'est le point donc, de centre de gravité où le poids applique, ou le point d'application du poids, alors que C, c'est le point d'application de la force de l'eau. C'est ce qu'on appelle plus tard, c'est la force d'Archimède. Alors ici, on rappelle, vous avez une donnée ici, une tonne est égale à 1000 kg. Alors, donner le bilan des forces qui agissent sur le bateau. On se pose la question ici pour donner, donc je passe ici, exercice 2, exercice numéro 2, exercice numéro 2. Donc, c'est ce qu'on appelle mécanique. Alors ici, mécanique. Alors, je vais essayer de donner le bilan des forces qui agissent sur le bateau. Alors, bilan des forces qui agissent sur le système étudié, bien sûr, dans ces cas-là, c'est le bateau. Le système étudié, c'est le bateau. Je le mets entre accolades, donc, bon, le bateau. Alors, on se demande quelles sont les forces. Ici, je vais ici noter P, le poids du bateau. Le poids du bateau. Voilà la première force. Ici, vous avez F2, c'est la force, donc la force appliquée par l'eau. Ben, c'est ce qu'on va appeler plus tard que la poussée d'Archimède, par l'eau. C'est ça. Donc, le bateau est sous l'action de deux forces. Je passe à autre chose. Donc, ici, vous avez premièrement, donc, la question, puis, on va les classer, j'ai oublié de les classer, donc je vais les classer. Alors, ici, je vais les mettre ici, c'est une force à distance. On sait, avant que le poids, bien sûr, attire les corps à distance sans qu'il y ait de contact. Donc, on va appeler cette force-là force à distance. Force à distance. Voilà, à distance. Alors ici, que la force exercée par l'eau, c'est ce qu'on appelle force de contact. De contact.
Bien sûr, parce qu'il y a contact entre l'eau et le bateau. Ben, ici, la deuxième question, donner les caractéristiques de la force P, le poids du bateau. Alors ici, donc, je vais mettre petit 2. Alors, les caractéristiques du poids P. Donc, voilà. On sait que les caractéristiques sont de nombre 4. Voilà, j'ai fait cette partie-là. Alors, les caractéristiques, on sait que les forces, pour les distinguer, donc, elles sont en 4. Donc, je vais écrire ici. La première caractéristique, c'est le point d'application. Le point d'application. C'est quoi le point d'application? C'est le contact. Si c'était, bien sûr, la force de contact, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Alors, ou si le contact est localisé, si le contact est réparti, c'est le point géométrique de la surface commune entre l'acteur et le receveur. Dans ce cas-là, puisque c'est une force à distance, bien sûr, c'est le centre de gravité, donc le centre de gravité G. Alors, donc, la deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. Droite d'action. La droite d'action, bien sûr, c'est une droite verticale passant par G. Droite verticale, passant par G. Passant par le point, donc le centre de gravité, passant par G. Alors ici, donc le sens de cette force, donc le sens ici, j'écris le sens, c'est bien sûr de G vers le bas, et de G vers le bas. Alors ici, vous avez l'intensité. Ben, l'intensité, je vais la déterminer par calcul. L'intensité, ben, je vais la déterminer. L'intensité, on sait que la relation qui lie entre la masse et son poids, c'est égal à M fois G. Donc, je remplace, vous avez la masse ici, vous avez 46 000 tonnes et G est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Je remplace chaque terme par sa valeur. Alors ici, vous avez 46 000 tonnes. Donc, je vais la convertir en kilos. Vous avez un rappel là. Donc, je vais ajouter 3 zéros derrière là. Vous avez fois 9,91 newtons par kilogramme. Je vais simplifier ici. Vous avez 1 kilogramme ici. Je vais simplifier par les deux. Alors, pour faire ces calculs-là, il faut que j'utilise... Alors, j'ai oublié de vous faire les calculs. Ouais, à vous de les faire. Allez, si je... Bon, je vais le faire. Bon, si je vais faire mes calculs. Alors, les calculs seront suivants. Alors, je vais utiliser la machine de calcul. Voilà. Même si on va perdre un peu de temps. Vous avez 46 000... Voilà, ici, vous avez, alors ici, fois 9,91. Ça va vous donner ce terme-là, je vais le mettre en rouge, ça va vous donner, alors ici, 4, 5, 1, 2, 60, alors triple 0. Alors vous avez en newton. Voilà le poids du bateau. Ici, dans ce cas-là, bon, je passe à la question suivante. Vous avez déduire les caractéristiques de la force F. C'est celle exercée par l'eau. Bon, on sait que je vais mettre ici T3. Donc, déduire les caractéristiques
caractéristique de F. Voilà, ici, on sait que le corps est sous l'action de deux forces et en équilibre, bien sûr. Alors, ces forces-là ont comme commun la droite d'action. Donc, ici, je vais mettre ici point d'application. Point d'application. Vous avez le point d'application, c'est connu, c'est C. Donc, c'est le point C. Je vais mettre ici, donc, point C. Point C. Alors, il reste à mettre la droite d'action. Droite d'action, P, droite d'action. Vous avez P et F en même droite d'action puisque le corps est en équilibre. C'est une droite verticale, passant par C. Voilà, ici vous avez le sens, le sens, c'est le sens contraire de P, le sens de C vers le bas, de C vers le haut, pardon, de C vers le haut. Alors l'intensité, donc ici, l'intensité, ils ont l'intensité puisque donc P est égal à F, puisque le corps est en équilibre. Donc je vais écrire ici la valeur. Donc vous avez 4, 5, 1, 260. Alors ici vous avez 000 newton. Voilà pour cette question. Et donc ici, ils m'ont demandé de représenter ces forces-là. Alors, la représentation va être très facile puisqu'on nous a donné l'échelle. Je vais essayer de tracer ou de dessiner le schéma. Vous avez ici le niveau de l'eau. Vous avez un bateau là, ici, qui va être ainsi donc. Voilà. Et vous avez quelque chose de si appareil. Vous avez un C, vous avez un G. Alors, si j'ai envie de représenter cette force-là, ces forces-là, ici, vous avez l'échelle. Vous avez 1 cm pour 205 630 newtons. Alors, bien sûr, si j'ai divisé cette valeur par 2, ça va vous donner exactement celle-là. Alors, ici, donc la distance, donc le vecteur P a pour distance, ou a pour norme, si vous voulez, 2 cm. Alors ici, selon l'échelle donnée. Alors ici, je vais représenter, voilà, donc voilà la droite d'action qui est verticale pour toutes les deux. Ici, vous avez, donc je vais compter ici, donc une distance de P de 2 cm. Ici, voilà 1 cm et 2 cm. Voilà la représentation de P. Je vais représenter ici C. Bien sûr, ils auront les vecteurs opposés, mais de distance égale, c'est ça. Alors ici, voilà F. Donc, j'ai représenté les deux forces ainsi sur le bateau. Alors, je l'ai écrit ici, même si c'est mal dessiné, vous allez comprendre, vous avez le schéma devant vous. Alors, maintenant, je passe à l'autre partie qui a plus d'importance, c'est l'électricité. Considère le montage électrique domestique représenté par le schéma suivant, qui est protégé par un disjoncteur portant, ici vous avez un disjoncteur ici, qui protège bien sûr les appareils branchés à la maison. Alors bien sûr son intensité maximale est égale à 20 ampères, c'est-à-dire le courant électrique se coupe quand l'intensité de courant dépasse 20 ampères. Ce montage est constitué de, bien sûr, un climatiseur. Vous avez ici un climatiseur branché. Donc, un fer à repasser, le voici, donc, qui porte les caractéristiques suivantes. Vous avez un climatiseur qui porte 230 volts et, bien sûr, 2760 watts. Alors, c'est sa puissance nominale. Alors qu'un fer à repasser, bien sûr, il est branché à 230 volts et 1840 watts. Alors, une lampe électrique
bien sûr, de puissance est égal à 60 watts et fonctionne avec une tension de 230 watts, 230 volts. Alors, on alimente ce circuit avec une source de tension est égale à 230 volts. Ici, la tension ici donnée par, bien sûr, l'office d'électricité, c'est 230 volts. Donnez la signification physique des indications portées par le climatiseur. Ici, vous avez un climatiseur là, donc j'écris deuxième partie. Vous avez ici deuxième partie, c'est l'électricité. Électricité. Voilà. Ici, les significations physiques portées par le climatiseur. Ici, vous avez ici 230 et 2760, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales, mais je vais bien sûr à chaque terme lui donner un nom qui lui convient. Ici, donc, les significations ou la signification physique, la signification physique hein, des indications. Alors ici, vous avez 230 volts, c'est ce qu'on appelle la tension nominale de cet appareil, la tension nominale. Donc la tension nominale de climatiseur. Et vous avez encore aussi 2760 watts, c'est ce qu'on appelle ici, dans ce cas-là, c'est une puissance nominale. La puissance nominale. Donc la puissance nominale de climatiseur. Ben, c'est ça pour le climatiseur. Alors la question suivante, ici, calculer l'intensité du courant électrique passant dans le fer à repasser. Deuxième, ici vous avez la première question. La deuxième question, calcul de l'intensité de courant, passant par le fer à repasser. Le fer à repasser. Voilà. Je vais essayer, bien sûr, lorsqu'il fonctionne d'une façon normale. Alors, vous avez le fer à repasser, les caractéristiques sont là. Donc, pour calculer, on sait que P est égal à U fois I. Donc, c'est l'expression de la puissance électrique. Pour déterminer I, vous avez I est égal à P sur U. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. Et si vous avez la puissance est égale à 1, donc c'est ça, donc ici vous avez 1840 W sur 230 volts, peut-être ça va vous donner 8,8. Voilà, ampères. Bien, alors ici je vais faire les calculs pour ne pas se tromper. Si c'est, donc les calculs seront là, j'efface donc 1840 divisé par 230. Ça va vous donner 8 exact. Ben là, ça va vous donner 8. Alors, maintenant, ici, je passe à la troisième question. Déduire que la valeur de la résistance, R, on va déduire ça, la valeur de sa résistance. Ben, je vais la faire là, je vais l'écrire là, ici. Alors, pour calculer la résistance, donc ici, vous allez calcul de la résistance de fer à repasser. Voilà. Donc ici, on sait la relation. On a deux relations à utiliser. Soit qu'on utilise cette relation, si vous avez envie, alors vous avez P est égal à R fois I au carré, si vous voulez utiliser celle-là, ou bien vous avez U est égal à R fois I. Pour déterminer à partir, tant que c'est celle-là qui est plus simple, donc R est égal à U sur I. Je remplace 230
donc volts sur l'intensité calculée déjà sur 8 ampères. Alors ça va vous donner, voilà, je fais les calculs, alors ça fait 230 divisé par, alors 8, ça va vous donner bien sûr 28,75. 28,75, bien sûr, ohms. Voilà l'intensité. Alors ici, la troisième et la dernière question là, donc vous avez déduire la valeur de la résistance sur la, c'est déjà fait. Le fusible 10 ampères choisi peut protéger le fer à repasser. Ici, donc on a utilisé ici un fusible qui porte 10 ampères. Alors, est-ce qu'il va protéger, bien sûr, le fer à repasser? On sait que donc, la valeur du fusible choisie pour protéger un appareil, il faut qu'il soit égal ou supérieur à la valeur de l'intensité nominale de fer à repasser. Puisque, donc ici, donc le fusible qui porte donc 10 ampères, bien sûr, peut protéger bien sûr le fer à repasser, bien sûr, car vous avez ici 10 ampères est supérieur à 8 ampères. Voilà. Alors on passe à la quatrième question. Ici c'est écrit là. Calculer l'énergie E consommée par le fer à repasser. On sait que l'expression E est égale à la puissance fois le temps, bien sûr, de fonctionnement. Je remplace chaque terme par sa valeur aussi. Vous avez la puissance de fer à repasser, c'est 1840 selon l'énoncé d'exercice, fois le temps de fonctionnement, vous avez, il fonctionne une demi-heure, qui est égal à 0,5 heures. Donc le résultat va vous donner 920 watts. Alors, je vais le convertir en joules. Ici, si j'ai envie de le convertir, je n'ai qu'à convertir le temps en secondes. Ici, ou bien, je vais utiliser cette relation. On sait qu'un watt-heure est égal à 3600. Là, je n'ai qu'à multiplier ce terme par 3600. On va trouver ce terme-là. Ici, ce chiffre. Alors, la cinquième question, calculer l'intensité de climatiseur pour voir est-ce qu'il est protégé ou non selon le fusible utilisé ici. Lorsqu'on calcule l'intensité nominale, donc c'est P nominal sur U nominal, on va trouver qu'il est égal à 12,55 ampères. Alors, ici, on a utilisé un fusible de 10 ampères. Ça, donc le 10 est inférieur à 12, donc à l'intensité nominale, donc il ne sera pas protégé. Alors pour la lampe, de même, on va utiliser la même relation. Vous avez I est égal à P sur U, donc la puissance nominale de la lampe est égale à 60 sur la tension, bien sûr, entre ces 220, vous allez trouver qu'il est égal à 0,27, alors qui est inférieur à la valeur de fusible, alors, et donc il sera dans ces cas-là protégé. Avec ça, la correction de cet examen se termine là. Je vous souhaite que vous soyez en bonne santé et bon courage.